Après la mort de mon mari, ma belle-fille m'a mise à la porte. Lors de la réunion pour la succession, elle m'a jeté une tasse de café dessus en me disant « Alors, ça vous plaît de vivre avec les chiens errants ?» Quand l'avocat a lu le montant de ma fortune, elle est restée pétrifiée jusqu'à la moelle. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez avec la ville depuis laquelle vous me lisez, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Jamais je n'aurais pensé me retrouver à 66 ans et sans abri. Mais c'est pourtant là que je me trouvais, debout sur le perron de ce qui avait été ma maison pendant 38 ans, serrant une unique valise pendant que ma belle-fille, Sylvie, jetait mes affaires sur la pelouse comme si j'étais une sorte de vagabonde. « Tu ne peux pas faire ça, Sylvie, » ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Mes mains tremblaient, sans que je sache si c'était à cause de la ire froide de novembre ou du choc de ce qui se passait. C'est aussi ma maison. Sylvie s'est retournée vers moi, ses mains parfaitement manucurées sur les hanches. Elle portait une de ces tenues de yoga hors de prix qui coûtaient plus cher que mon budget mensuel pour les courses. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval qui avait probablement pris 1 heure à son coiffeur pour paraître faussement négligée. « C'était ta maison, Hélène, » dit-elle, insistant sur chaque mot comme si elle parlait à une enfant. Henri n'est plus là, et je ne dirige pas une œuvre de charité pour les vieilles femmes qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes. Les voisins avaient commencé à se rassembler. Madame Dubois, d'à côté, faisait semblant d'arroser ses fleurs déjà mortes tout en tendant le cou pour mieux voir. Les Martin, de l'autre côté de la rue, n'essayaient même pas d'être discrets. Ils se tenaient, sur les marches de leur pièce, à rond, chuchotant entre eux. Je me suis occupée d'Henri pendant 42 ans, ai-je dit, ma voix se raffermissant malgré les larmes qui menaçaient de déborder. J'ai élevé ton mari. J'ai aidé à élever tes enfants. Cette maison contient toute ma vie. Sylvie a ri. Un son froid qui m'a retourné l'estomac. Ta vie, Hélène ? Soyons honnêtes. Tu es un poids mort depuis des années. Henri te subvenait. Et maintenant qu'il est parti, je ne vais pas prendre le relais. C'est à ce moment-là que mon petit-fils Thomas est arrivé du coin de la maison, traînant derrière lui ma vieille chaise à bascule. La même chaise où j'avais bercé Henri Fils jusqu'à ce qu'il s'endorme quand il était bébé, où j'étais restée assise pendant d'innombrables nuits quand il faisait des cauchemars, où je l'avais attendu pendant son adolescence. « Où est-ce que je mets ça, maman ?» demanda Thomas à Sylvie sans même me regarder. « Sur le tas pour le vide-grenier ?» dit Sylvie sa haineuse hésitation. La plupart de ces vieilleries ne valent pas la peine d'être gardées de toute façon. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas mon cœur. Il se fissurait lentement depuis les funérailles d'Henri 3 semaines auparavant. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui m'avait maintenue entière toutes ces années. Cette chaise appartenait à ma mère, ai-je dit en m'avançant vers Thomas. S'il te plaît, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Sylvie s'est interposée entre nous, le visage crispé par l'agacement. Tout ce qui se trouve dans cette maison m'appartient maintenant, Hélène. Henri a tout laissé à son fils, et son fils m'a tout laissé. Tu n'as pas à choisir ce que tu veux prendre. J'ai aidé à payer cette maison, ai-je dit, les mots sortant avant que je puisse les retenir. J'avais 2 emplois pendant qu'Henri suivait des cours du soir. Je nettoyais les maisons des autres pour que nous puissions payer les mensualités du prêt. Et Henri a apprécié ça, j'en suis sûre, dit Sylvie avec une fausse sympathie. Mais c'était il y a des décennies. Qu'as-tu apporté récemment? Quand as-tu payé une facture ici pour la dernière fois? Quand as-tu fait autre chose que prendre de la place et manger notre nourriture? La vérité, c'est que je n'avais pas contribué financièrement depuis des années.
Henri avait insisté pour que j'arrête de travailler quand il avait eu sa promotion à la compagnie d'assurance. Un homme doit subvenir aux besoins de sa femme, avait-il dit. J'étais donc devenue femme au foyer, m'occupant de la maison, élevant notre fils, étant l'épouse de soutien parfaite. Mais j'avais contribué d'autres manières. J'avais cuisiné chaque repas, nettoyé chaque pièce, fait chaque lessive. J'avais soigné Henri pour son diabète, son hypertension, ses problèmes cardiaques. Je l'avais conduit à chaque rendez-vous chez la médecin, récupéré chaque ordonnance, m'étais assuré qu'il prenait ses médicaments. Rien de tout cela ne semblait compter maintenant. Où suis-je censé aller? Ai-je demandé, détestant le son faible de ma voix. Sylvie a haussé les épaules. Il y a une belle résidence pour seniors à environ 20 minutes d'ici, très abordable. Ou peut-être l'un de ces hôtels pour long séjour jusqu'à ce que tu trouves une solution. Je suis sûre qu'une personne avec ton expérience peut trouver un travail. Elle a dit « expérience » comme si c'était un gros mot. Ma petite fille, Lise, est sortie de la maison en portant une boîte de mes photographies. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle me les apportait, mais elle a posé la boîte à côté des poubelles. « Lise, ma chérie », ai-je dit en tendant la main vers elle. Ce sont des photos de ton père quand il était petit. Des photos de toi et de Thomas bébé. Lise a regardé sa mère, puis m'a regardée. Maman dit qu'on doit se concentrer sur l'avenir, pas vivre dans le passé. C'était comme recevoir une gifle. Lise avait passé d'innombrables heures avec moi, à regarder ses albums photos, à écouter des histoires sur l'enfance de son père, à apprendre l'histoire de notre famille. Maintenant, elle jetait tout cela comme si ça n'avait aucune importance. Tu as jusqu'au coucher du soleil pour prendre tes affaires, a dit Sylvie en consultant sa montre connectée. Après ça, tout ce qui restera sera donné ou jeté. J'ai regardé autour de moi les restes éparpillés de ma vie. Des vêtements jetés dans des sacs poubelles, des livres que j'avais lus 100 fois, les figurines en céramique que j'avais collectionnées au fil des ans, tout ce qui faisait de moi ce que j'étais, étalé sur la pelouse comme des débris après une tornade. S'il te plaît, ai-je dit une dernière fois. Laisse-moi rester jusqu'à ce que je trouve un endroit. Je ne dérangerai pas. Je resterai dans la chambre d'amis. J'aiderai aux tâches ménagères. Non. La voix de Sylvie était sans appel. J'ai déjà parlé à un agent immobilier pour mettre cette maison en vente. Une maison de cette taille, c'est trop pour moi et les enfants. Nous allons prendre plus petit, peut-être quelque chose avec une piscine. Elle allait vendre la maison où Henri et moi avions ramené notre fils nouveau-né de l'hôpital. La maison où nous avions célébré les anniversaires de mariage et les fêtes. La maison où Henri était mort dans son sommeil il y a à peine 3 semaines, alors que je lui tenais la main. Le camion de déménagement s'est garé devant la maison et le visage de Sylvie s'est illuminé de soulagement. « Timing parfait ?» a-t-elle dit au déménageur. « Tout ce qui est sur la pelouse doit aller au box de stockage numéro 47. Je vous donnerai l'adresse. » J'ai alors réalisé que tout cela avait été planifié. Sylvie n'avait pas simplement décidé ce matin de me mettre dehors. Elle s'y préparait. Elle avait loué un box de stockage, appelé les déménageurs, probablement déjà contacté l'agent immobilier. Elle attendait la mort d'Henri pour se débarrasser de moi. Alors que les déménageurs commençaient à charger mes affaires dans leur camion, je suis restée là, me sentant comme un fantôme regardant ma propre vie être effacée. Les voisins regardaient toujours, certains secouant la tête en signe de désapprobation, mais aucun ne s'avançait pour m'aider. Madame Dubois est finalement venue, le visage plein de pitié. « Hélène, ma chérie, si je peux faire quoi que ce soit… » « Elle s'en sortira très bien », l'a interrompu Sylvie avant que je puisse répondre.
Hélène est plus forte qu'elle en a l'air. N'est-ce pas, Hélène? Je n'osais pas parler. Si j'ouvrais la bouche, j'avais peur de crier ou de m'effondrer complètement. Quand le camion a été chargé et s'est éloigné, Sylvie m'a tendu une carte de visite. C'est l'adresse du garde-meuble. Tu as 30 jours pour décider ce que tu veux faire de tes affaires avant qu'ils ne commencent à facturer des frais mensuels. 30 jours. 66 ans de vie réduits à 30 jours dans un box de stockage. Alors que Sylvie se retournait pour rentrer dans la maison, ma maison, la maison qui n'était plus la mienne, elle s'est arrêtée et m'a regardée. Oh, et Hélène, ne viens pas traîner ici pour déranger les enfants. Ils ont besoin de stabilité en ce moment, pas de rappel de vieux souvenirs tristes. La porte s'est refermée derrière elle avec une finalité qui a résonné dans ma poitrine. Je suis restée là, sur le trottoir, tenant ma valise, regardant les lumières s'allumer aux fenêtres de la maison où j'avais vécu la majeure partie de ma vie d'adulte. Pour la première fois depuis les funérailles d'Henri, je me suis mis à pleurer. Pas les larmes dignes que j'avais versées au cimetière, mais des sanglots laids et désespérés qui secouaient tout mon corps. Je n'avais nulle part où aller, personne à appeler, et moins de 300 € sur mon compte courant. Mais alors que je me tenais là, dans l'obscurité grandissante, une phrase de Sylvie résonnait dans mon esprit. « Qu'as-tu apporté récemment ?» Si seulement elle savait la vérité sur ce que j'avais vraiment apporté toutes ces années. Si seulement elle connaissait le secret que j'avais gardé, même à Henri. Elle était sur le point de découvrir que sous-estimer Hélène Morrison était la plus grande erreur de sa vie. L'hôtel du crépuscule n'était pas le genre d'endroit où j'aurais imaginé séjourner. La moquette était tachée, les murs étaient fins, et une odeur de cigarette et de désinfectant flottait dans l'air comme un nuage permanent. Mais c'était tout ce que je pouvais me permettre avec ma pension de retrait. Et le gérant avait eu la gentillesse de me faire un tarif à la semaine quand je lui avais expliqué ma situation. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Sylvie m'avait mise à la porte. Et j'apprenais ce que signifiait être invisible. Au supermarché, les caissières me regardaient, sans me voir, en scannant mes produits de marque distributeur et mes articles en promotion. À la laverie automatique, les plus jeunes me bousculaient comme si je n'étais pas là. Même au club du 3e âge, où j'avais commencé à déjeuner 2 fois par semaine parce que c'était gratuit, je m'asseyais seule pendant que les autres femmes discutaient de leurs petits-enfants et de leurs parties de belote. J'avais essayé d'appeler Lise et Thomas plusieurs fois, mais leur téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Quand j'ai finalement réussi à joindre Lise, elle avait été froide et distante. « Maman dit qu'on ne doit pas se mêler des problèmes. Est-ce d'adulte ?» avait-elle dit, sa voix semblant réciter. « Elle dit que tu trouveras une solution et que tu en sortiras plus forte. » Les problèmes d'adultes, comme être sans abri à 66 ans, étaient devenus une sorte d'exercice de développement personnel. J'étais passée en voiture devant la maison 2 fois, espérant surprendre les enfants quand Sylvie n'était pas là. Mais la 2e fois, Sylvie était sortie en trombe de la maison, le visage tordu de fureur. « Je t'ai dit de ne pas venir ici !» avait-elle crié assez fort pour que tout le quartier l'entende. « Les enfants ne veulent pas te voir, Hélène. Tu ne fais que les embrouiller avec tes histoires. » Des histoires, c'est comme ça qu'elle appelait le fait de se faire jeter de sa propre maison. Maintenant, je passais mes journées dans la chambre de l'hôtel, à regarder des jeux télévisés et à essayer de faire durer mes petites économies le plus longtemps possible. J'avais postulé pour quelques emplois à temps partiel, dans la vente, les services de nettoyage, tout ce qui pouvait embaucher une femme de mon âge, mais jusqu'à présent, rien n'avait abouti. Le pire n'était pas la chambre exiguë ou les taches douteuses sur le couvre-lit. Ce n'était même pas la façon dont les autres résidents de l'hôtel me regardaient avec pitié.
se demandant clairement ce que j'avais fait de mal pour me retrouver là. Le pire, c'était de voir les publications de Sylvie sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais été sur Facebook auparavant, mais une des autres femmes du club du 3e âge m'avait montré comment chercher le profil de Sylvie sur son téléphone. Tous les quelques jours, Sylvie postait des photos de la maison, des nouveaux meubles qu'elle avait achetés, des rénovations qu'elle prévoyait, des dîners de famille avec les enfants, qui avaient l'air heureux et bien nourris. Dans les légendes, elle parlait de nouveaux départs, de se concentrer sur l'avenir et d'enseigner aux enfants l'indépendance et l'autonomie. Elle donnait l'impression que me mettre à la porte avait été une sorte de précieuse leçon de vie pour Thomas et Lise. Les commentaires de ses amis étaient le pire. Tellement fière de toi de prendre ta vie en main. Les enfants ont l'air tellement plus heureux déjà. C'est incroyable comme la maison semble plus légère sans cette énergie négative. L'énergie négative, c'est ce que 38 ans à maintenir une famille unie était devenu. J'avais commencé à tenir un carnet, à y noter des souvenirs d'Henri et de notre vie ensemble, de peur que si je ne les consignais pas quelque part, ils ne disparaissent complètement. À entendre Sylvie, c'était comme si ces années n'avaient jamais existé. Comme si je n'avais jamais existé du tout. Mais j'avais existé. J'avais été celle qui était restée debout toute la nuit quand Henri fils avait eu une pneumonie. J'ai 7 ans. J'avais été celle qui l'avait conduit à l'entraînement de football tous les mardis et jeudis pendant 6 ans. J'avais été celle qui l'avait aidé avec ses devoirs, qui l'avait écouté répéter son saxophone, qui l'avait serré dans ses bras quand sa première petite amie lui avait brisé le cœur. Où était Henri fils maintenant? Sylvie prétendait qu'il était occupé par son travail, en déplacement pour son poste de commercial. Mais je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis les funérailles, mon propre fils, et il avait disparu de ma vie aussi complètement que s'il n'était jamais né. Jeudi après-midi, j'étais assise sur le parking de l'hôtel, essayant de trouver le courage d'entrer et d'affronter une autre soirée seule, quand une voiture familière s'est garée à côté de moi. C'était Madame Leclerc, la sœur d'Henri. Je ne l'avais pas vue depuis les funérailles, et pendant un instant, l'espoir a vacillé dans ma poitrine. Peut-être était-elle venue pour m'aider? Peut-être que quelqu'un dans la famille se souciait encore de moi? « Hélène », dit-elle en sortant de sa voiture. J'ai entendu ce qui s'est passé. « Oh, Marguerite », ai-je dit, me levant trop vite et me sentant étourdie par le mouvement soudain. Je suis si contente de te voir. Mais l'expression de Marguerite n'était pas chaleureuse. Au contraire, elle avait l'air mal à l'aise, comme si elle était là par obligation plutôt que par affection. Je voulais te parler des affaires d'Henri, dit-elle, ne me rendant pas mon sourire. Sylvie a mentionné que tu avais pris certains objets qui appartenaient à la famille. Mon cœur s'est serré. Je n'ai pris que ce qui était à moi, Marguerite. Mes vêtements, mes affaires personnelles, j'ai tout laissé. Sylvie dit que tu as pris la montre d'Henri, celle qui appartenait à notre père. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. Henri m'a offert cette montre pour notre 20e anniversaire de mariage. Il a dit qu'il voulait que j'aie quelque chose pour me souvenir de son père. Marguerite secoua la tête. Cette montre devrait rester dans la famille, Hélène. Elle devrait revenir à Henri fils, ou peut-être à Thomas quand il sera plus grand. Je suis de la famille, ai-je dit. Mais les mots sonnaient faibles, même à mes propres oreilles. Nous sommes une famille, corrigea gentiment Marguerite. Henri n'est plus là, et Sylvie est la mère des enfants. C'est elle qui prend les décisions pour la famille. Je la fixais, cette femme qui avait été ma belle-sœur pendant plus de 40 ans, qui avait partagé avec moi les fêtes, les anniversaires et les vacances en famille. Dans ses yeux, je vis le même mépris que j'avais reçu de tout le monde.
Je ne faisais plus partie de la famille. J'étais juste un vestige de la première vie d'Henri. Très bien, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je lui donnerai la montre. Marguerite parut soulagée. Je pense que c'est mieux ainsi. Sylvie a aussi mentionné quelques bijoux qui auraient pu appartenir à la mère d'Henri. Peut-être pourrions-nous regarder tes affaires ensemble et nous assurer que tout arrive au bon endroit. Le bon endroit? Pas avec moi, apparemment. Nous avons passé l'heure suivante dans ma chambre d'hôtel exiguë, à passer en revue les quelques possessions que j'avais réussi à sauver. Marguerite a pris la montre d'Henri, les boucles d'oreilles en perles de sa mère, et même un petit vase en céramique qui avait été un cadeau de mariage de la tante d'Henri. « Tu comprends, n'est-ce pas, Hélène ?» dit Marguerite en emballant les objets dans une boîte. « Ces choses ont une valeur sentimentale pour la famille. » J'ai hoché la tête, même si je voulais crier qu'elles avaient aussi une valeur sentimentale pour moi. Que c'était moi qui avais poli cette montre chaque semaine pendant 26 ans. Que c'était moi qui avais porté ces boucles d'oreilles à chaque événement familial important. Que c'était moi qui avais soigneusement emballé et déballé ce vase lors de 3 déménagements différents. Après le départ de Marguerite, je me suis assise sur le lit de l'hôtel et j'ai regardé ce qui restait de ma vie. Quelques vêtements de rechange, des articles de toilette, une poignée de photographies que Sylvie n'avait pas pris la peine de jeter. C'était tout. C'était tout ce qu'il me restait pour témoigner de 66 ans de vie. J'ai pris l'une des photographies, Henri et moi, le jour de notre mariage. Nous étions si jeunes et pleins d'espoir. Je me souvenais de ce jour comme si c'était hier. La façon dont Henri m'avait murmuré « Je t'aime » alors que nous dansions notre première danse. La façon dont sa mère avait pleuré de joie en m'accueillant dans la famille. La façon dont son père m'a serré la main en me disant que j'étais parfaite pour son fils. Maintenant, Henri était parti, sa mère était partie, son père était parti, et j'étais juste une étrangère vivant dans un hôtel, n'étant plus la bienvenue dans la famille que j'avais aidé à construire. Ce soir-là, j'ai appelé le garde-meuble pour prendre des nouvelles de mes affaires. La femme au téléphone était professionnelle et froide. « Vos 30 jours sont presque écoulés, Madame Morrison. Si vous ne prenez pas de disposition pour le paiement, nous devrons nous débarrasser de vos biens. » S'en débarrasser comme s'ils étaient des ordures. Combien cela coûterait-il de garder le box 1 mois de plus? Ai-je demandé. 150 € plus les frais de retard. Il me restait 87 € sur mon compte courant. Je vous rappellerai, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis allongée sur le lit inconfortable de l'hôtel, fixant la tache d'homme, iditée au plafond, et je me suis demandé comment ma vie en était arrivée là. 3 mois plus tôt, j'étais l'épouse d'Henri Morrison, vivant dans une belle maison, entourée de ma famille, respectée dans ma communauté. Maintenant, je n'étais personne, sans rien et nulle part où aller. Mais alors que je sombrais dans le sommeil cette nuit-là, ma main s'est instinctivement portée au petit médaillon autour de mon cou, le seul bijou que j'avais réussi à cacher à l'inventaire de Marguerite. À l'intérieur se trouvait une photographie de ma mère et enroulée autour de la photo, il y avait autre chose. Quelque chose que Sylvie, Marguerite et même Henri lui-même n'avaient jamais su. La clé d'un coffre-fort. Demain, je visiterai ce coffre pour la première fois en 20 ans. Et Sylvie Morrison était sur le point d'apprendre qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. La première banque nationale était identique à ce qu'elle était 20 ans plus tôt, avec ses sols en marbre et ses hauts plafonds qui faisaient résonner chaque pas. J'étais assise dans la salle d'attente, serrant mon sac à main si fort que mes jointures étaient devenues blanches
pendant qu'un jeune banquier vérifiait mon identité et allait chercher le coffre-fort que je n'avais pas touché depuis 1983. Mes mains tremblaient en insérant la clé. Et pendant un instant, je me suis demandé si j'avais tout imaginé. Peut-être que le coffre serait vide. Peut-être que la jeune femme effrayée qui avait ouvert ce compte 40 ans plus tôt s'était leurrée sur ce qu'elle était en train de construire. Mais lorsque la porte en métal s'est ouverte, tout était exactement comme je l'avais laissé. Des piles de papier soigneusement organisées et emballées dans des sacs en plastique pour les protéger du temps. Des certificats d'action, des titres de propriété, des relevés de comptes bancaires dont Henri n'avait jamais connu l'existence, et sous tout cela, un épais journal en cuir où j'avais consigné chaque transaction, chaque investissement, chaque étape prudente que j'avais franchie pour construire quelque chose qui m'appartenait en propre. J'ai pris le journal avec des mains tremblantes et je l'ai ouvert à la première page, écrite de l'écriture, soignée de mon jeune moi. 15 janvier 1963. Henri pense que je prends des cours de couture les mardis soirs. En réalité, je travaille comme comptable pour la boutique de robes de Madame Patterson. 15 € par semaine. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à moi. La lecture de ces mots a tout fait remonter. La peur, le secret, la planification minutieuse qui avait défini ma vie pendant des décennies. Henri n'était pas un mauvais homme, mais c'était un homme de son temps. Il croyait profondément que les épouses ne devaient pas travailler, que le travail d'un mari était de subvenir aux besoins de la famille, et lui d'une femme de tenir la maison. Quand j'avais mentionné vouloir prendre un emploi à temps partiel au début de notre mariage, il avait été sincèrement blessé. « Es-tu en train de dire que je ne peux pas m'occuper de ma propre famille ?» avait-il demandé. Et le regard peiné dans ses yeux m'avait fait abandonner le sujet immédiatement. Mais je n'avais jamais oublié la peur que j'avais ressentie pendant sa brève période de chômage en 1962. Pendant 3 mois, nous avions survécu grâce à nos économies et aux petits prêts de mon père. Et j'étais restée éveillée la nuit, terrifiée à l'idée que nous perdions tout. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais besoin de quelque chose à moi, quelque chose qui pourrait nous protéger si le travail d'Henri venait à disparaître à nouveau. J'avais donc commencé petit, le travail de comptabilité chez Madame Patterson, en disant à Henri que j'apprenais à coudre. Puis, un travail le week-end pour faire l'inventaire à la quincaillerie en prétendant que je rendais visite à ma sœur. Chaque euro que je gagnais allait sur un compte séparé dans une autre banque, une dont Henri ne savait rien. J'ai tourné les pages de mon journal, suivant la progression minutieuse de ma vie financière secrète. En 1965, j'avais utilisé mes économies pour acheter un petit duplex dans un quartier délabré de la ville. Rien d'extraordinaire, mais le loyer des 2 appartements couvrait largement l'hypothèque. Henri ne s'est jamais demandé d'où venait l'argent supplémentaire pour les courses et les dépenses ménagères. Il était heureux d'avoir une femme qui était une si bonne gestionnaire. En 1970, je possédais 3 biens locatifs. En 1975, je me suis diversifiée dans les actions, passant mes soirées de cercle de couture à la bibliothèque, apprenant par moi-même les investissements grâce à des magazines financiers et des rapports annuels. Henri rentrait à la maison pour me trouver en train de lire Maison et Jardin, sans jamais savoir que j'avais passé l'après-midi à analyser les rendements des dividendes et les ratios cours sur bénéfices. « Tu as tellement de chance, Hélène », disait-il souvent. « Tu n'as pas à te soucier de tout ce stress financier. Tu peux simplement te concentrer sur l'embellissement de notre maison. » Si seulement il avait su que pendant qu'il s'inquiétait de son petit salaire et de sa modeste pension, je construisais tranquillement un portefeuille qui l'aurait choqué. Le banquier s'est raclé la gorge doucement. « Madame Morrison, tout va bien ?» J'ai réalisé que j'étais assise là depuis 20 minutes
perdu dans mes souvenirs. Oui, je vais bien. Pourrais-je avoir un moment seul avec le coffre, s'il vous plaît? Quand il est parti, j'ai sorti mes relevés bancaires les plus récents, ceux que j'avais eu trop peur de regarder depuis la mort d'Henri. J'avais été concentrée sur le rôle de la veuve éplorée, sur le fait d'être la personne que tout le monde attendait que je sois, que j'avais ignoré l'empire financier que j'avais passé 40 ans à construire. Les chiffres sur les pages m'ont donné le vertige. Mon portefeuille d'actions, soigneusement géré par une courtière qui ne me connaissait que sous le nom de H. Morrison, valait 2,3 millions d'euros. Les biens immobiliers, maintenant 8 propriétés à divers stades d'appréciation, étaient évalués à 3,1 millions d'euros supplémentaires. Et les investissements dans des entreprises, les petites sociétés que j'avais discrètement soutenues au fil des ans, avaient grandi pour devenir quelque chose que je reconnaissais à peine. Selon le relevé le plus récent, ma valeur nette totale était de 8,7 millions d'euros. J'ai fixé le chiffre jusqu'à ce qu'il devienne flou. 8,7 millions d'euros. Plus d'argent qu'Henri n'en avait gagné de toute sa carrière. Première. Plus d'argent que Sylvie ne verrait de sa vie, même si elle dépensait jusqu'au dernier centime de la modeste assurance vie et de la pension d'Henri. Et elle m'avait jeté dehors, comme si je ne valais rien. J'ai pensé aux 3 dernières semaines, aux nuits que j'avais passées éveillée dans cette horrible chambre d'hôtel, à me demander comment j'allais acheter à manger. L'humiliation de manger des déjeuners gratuits au club du 3e âge. La façon dont Marguerite m'avait regardée avec pitié en emportant les quelques biens qu'il me restait. Tout cela alors que je valais près de 9 millions d'euros. Pourquoi avais-je gardé ce secret si longtemps? Au début, c'était pour protéger la fierté d'Henri. Il avait été élevé en croyant qu'un homme qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille était un échec. Et je l'aimais trop pour le faire se sentir inadéquat. Plus tard, c'était devenu une habitude, une partie de mon identité qui me et semblait trop privée pour être partagée. Et si j'étais honnête avec moi-même, il y avait toujours eu une petite partie de moi qui appréciait ce secret. Dans un monde où l'on attendait de moi que je sois impuissante et dépendante, j'avais construit quelque chose de puissant et d'indépendant. C'était ma rébellion silencieuse, ma preuve à moi-même que j'étais plus que la simple épouse d'Henri Morrison. Mais ce secret m'avait tout coûté, parce que je n'avais jamais parlé à Henri de ma fortune. Il n'avait jamais pensé à me laisser autre chose que la maison dans son testament. Et parce que son fils avait tout hérité, Sylvie contrôlait maintenant ce qu'elle pensait être l'intégralité du patrimoine financier de la famille. Elle n'avait aucune idée que la véritable fortune familiale appartenait à la femme qu'elle avait jetée comme une ordure. J'ai sorti mon téléphone et appelé ma courtière, une femme nommée Patricia, avec qui je travaillais depuis 15 ans, mais que je n'avais jamais rencontrée en personne. « Madame Morrison !» La voix de Patricia était chaleureuse et professionnelle. « J'ai été si désolée d'apprendre le décès de votre mari. J'ai envoyé des fleurs au funérarium, mais je n'étais pas sûre que vous les ayez reçues. » Merci, Patricia. Elles étaient magnifiques. J'ai marqué une pause, rassemblant mon courage. Je dois apporter quelques modifications à mes comptes. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai pris une profonde inspiration. Je veux liquider une partie de mon portefeuille. Je vais avoir besoin d'accéder à des liquidités assez rapidement. De combien parlons-nous? J'ai regardé autour de la petite chambre forte de la banque, pensant au visage suffisant de Sylvie alors qu'elle jetait mes affaires sur la pelouse. Pensant à la façon dont elle avait ri quand j'avais dit que la maison contenait ma vie. Pensant à ses publications, onces sur les réseaux sociaux, célébrant les nouveaux départs et l'énergie négative. 2 millions pour commencer, ai-je dit. J'ai quelques achats à faire. Il y eut une brève pause.
C'est une liquidité considérable, Madame Morrison. Puis-je vous demander ce que vous prévoyez? Je veux m'assurer que nous structurons cela de la manière la plus avantageuse fiscalement possible. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. J'achète une maison, Patricia. Une maison très spécifique. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la chambre forte pendant une autre heure, passant en revue chaque document, chaque relevé, chaque preuve de la vie que j'avais construite en secret. Certains investissements avaient mieux performé que je ne l'avais jamais rêvé. Une petite entreprise technologique que j'avais soutenue au début des années 90 valait maintenant plus que ma maison d'origine. Un bien immobilier commercial que j'avais s'acheté sur un coup de tête avait triplé de valeur lorsque la ville avait construit un centre commercial à proximité. J'avais été brillante, j'avais été prudente et j'avais été patiente. Tout ce que Sylvie pensait savoir de moi était faux. Quand j'ai finalement quitté la banque, je me sentais différente. Pas seulement à cause de l'argent, bien que cela en fasse partie. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je me sentais à nouveau moi-même. Pas la veuve impuissante que tout le monde plaignait, pas le fardeau que Sylvie avait rejeté, mais Hélène Morrison, la femme qui avait tranquillement bâti un empire pendant que tout le monde autour d'elle supposait qu'elle n'était qu'une femme au foyer. Je suis allée à la bibliothèque municipale et j'ai passé le reste de l'après-midi à faire des recherches sur les registres fonciers et les annonces immobilières. Quand je suis partie, j'avais un plan. Sylvie pensait avoir gagné en me mettant à la porte. Elle pensait s'être débarrassée du poids mort, avoir ouvert la voie à son héritage, assurer l'avenir de ses enfants. Elle n'avait aucune idée que le poids mort qu'elle avait jeté était sur le point d'acheter le terrain juste sous ses pieds. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent immobilier de Sylvie. Selon l'annonce que j'avais trouvée en ligne, elle demandait 485 000 € pour la maison que j'avais aidé à payer, la maison où j'avais élevé mon fils, la maison où j'avais passé 40 ans de ma vie. J'aimerais faire une offre, ai-je dit à l'agent, en espèces, sans conditions suspensives. Je peux conclure la vente en 2 semaines. L'agent semblait enthousiaste. C'est merveilleux. Quel prix aviez-vous en tête? J'ai pensé au visage de Sylvie quand elle m'avait traité de poids mort. J'ai pensé à elle disant aux voisins que je ne pouvais pas prendre soin de moi-même. J'ai pensé à ses publications sur les réseaux sociaux célébrant mon absence. 550 000 €, ai-je dit. 65 000 € de plus que le prix demandé, en espèces. Il était temps que Sylvie apprenne qu'elle avait sous-estimé la mauvaise femme. Sylvie a dû recevoir l'appel de son agent immobilier vers midi le vendredi. Je le sais parce qu'à 12h47, mon téléphone a commencé à sonner avec un numéro que j'avais bloqué des semaines auparavant. Comme je ne répondais pas, les appels ont continué. 7 fois en 10 minutes, avant qu'elle n'abandonne finalement et ne commence à envoyer des SMS. Qui essaie d'acheter ma maison? Hélène, je sais que c'est toi d'une manière ou d'une autre. Appelle-moi tout de suite ou j'appelle la police. J'ai mis mon téléphone de côté et j'ai continué à faire mes cartons. Après 3 semaines à l'hôtel du Crépuscule, je déménageais dans un appartement meublé en centre-ville. Rien d'extraordinaire, mais propre et respectable. En attendant que l'achat de la maison se finalise, j'avais déjà signé le bail et payé 6 mois d'avance, appréciant la façon dont l'attitude du gestionnaire immobilier avait changé lorsque je lui avais donné de l'argent liquide, au lieu de remplir des demandes de crédit. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message vocal d'Henri fils, la première fois que j'entendais mon propre fils depuis les funérailles. « Maman, Sylvie dit que quelqu'un essaye d'acheter la maison avec une offre en espèces bien au-dessus du prix demandé. Elle pense que tu es impliquée d'une manière ou d'une autre, ce qui est fou parce que, eh bien, tu sais, mais elle est vraiment en colère et les enfants sont perdus. Peux-tu simplement la rappeler et lui dire que ce n'est pas toi? »
Elle rend tout le monde fou. J'ai failli rire. Même mon propre fils ne pouvait pas imaginer que je puisse avoir accès à une telle somme d'argent. Pour lui, j'étais toujours la veuve impuissante, et qui avait vécu de la générosité de son père. Au lieu de rappeler, je me suis rendue à l'agence immobilière et j'ai rencontré l'agent de Sylvie, une femme joyeuse nommée Jeanne, qui n'avait aucune idée qu'elle était prise au milieu d'une guerre familiale. « Madame Morrison ?» Jeanne avait l'air confuse en vérifiant ses papiers. « Je suis désolée, mais vous avez le même nom de famille que la vendeuse. Êtes-vous de la même famille ?»« Je suis la veuve d'Henry Morrison, » ai-je dit simplement. La maison appartenait à mon défunt mari. L'expression de Jeanne est passée à un mélange de confusion et d'inquiétude. « Oh mon Dieu, je pense qu'il y a peut-être un malentendu. C'est Madame Sylvie Morrison qui vend la propriété. Elle en a hérité de son défunt mari. »« Ce serait mon fils, » ai-je expliqué. « Il en a hérité de mon mari, son père. Mais Sylvie est libre de la vendre, bien sûr. Je suis simplement intéressée par son achat en tant que bien d'investissement. » Le mensonge est venu facilement. J'avais eu 40 ans de pratique pour cacher la vérité. Jeanne a parcouru ses dossiers, visiblement mal à l'aise. « Eh bien, votre offre est certainement attractive. Madame Morrison, Sylvie Morrison, espérait obtenir le prix demandé, mais 65 000 € de plus, c'est assez généreux. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes intéressé par cette propriété en particulier ?» Je lui ai offert mon sourire le plus innocent. « Elle a une valeur sentimentale ?» Lundi matin, Jeanne a appelé pour me dire que Sylvie avait accepté mon offre. Apparemment, elle avait aussi exigé de savoir qui était l'acheteur. Et quand Jeanne lui avait dit que c'était la veuve d'Henry Morrison, il y avait eu, selon les termes diplomatiques de Jeanne, une sacrée réaction. « Elle semblait très surprise, » a dit Jeanne prudemment. « Elle m'a demandé de vérifier vos informations financières à plusieurs reprises. Je l'ai assuré que votre offre en espèces était légitime et que nous pouvions conclure la vente dès que vous seriez prête. » Je ne pouvais qu'imaginer la réaction de Sylvie. Elle avait probablement passé le week-end à essayer de comprendre comment je pouvais avoir accès à une telle somme d'argent. Dans son esprit, je survivais grâce à ma pension de retraite et je vivais dans un hôtel miteux. L'idée que je puisse acheter une maison d'1 demi-million d'euros en espèces lui semblait probablement impossible. Elle avait toujours été curieuse de l'argent, même quand Henri était en vie. Je me souvenais de la façon dont elle étudiait nos factures quand elle nous rendait visite, faisant de petits commentaires sur le coût de la vie qui augmentait, sur la chance qu'avait Henri d'avoir une pension stable. Elle avait une fois demandé directement à Henri combien il avait épargné pour sa retraite. Et il avait été embarrassé par la question. « N. Sylvie, ça ne te regarde pas vraiment, » avait-il dit doucement. « Je m'inquiète juste pour vous deux, » avait-elle répondu. « Je veux m'assurer que vous êtes préparés pour l'avenir. » Maintenant, je me demandais si elle calculait déjà cet avenir à l'époque, additionnant ce qu'elle pensait être la valeur d'Henri et planifiant ce qu'elle en ferait quand il ne serait plus là. Mardi, j'ai décidé de m'amuser un peu. Je suis allée à la maison pendant la journée, quand Sylvie serait à son travail à temps partiel à la boutique du centre-ville. Thomas était à l'école, mais Lise était malade à la maison. Je pouvais la voir par la fenêtre du salon, recroquevillée sur le canapé, en train de regarder la télé. J'ai frappé à la porte et Lise a ouvert en pyjama, l'air surprise et un peu coupable de me voir. « Mamie Hélène ?» Elle a jeté un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. « Maman n'est pas là. »« Je sais, ma chérie. Je voulais juste voir comment tu allais. Ta grand-tante Marguerite a mentionné que tu avais un rhume. » Lise a hoché la tête, mais ne m'a pas invitée à entrer. « Ça va. Je reste juste à la maison aujourd'hui. Tu manges assez? Tu prends tes vitamines ?» J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un billet de 20 €.
Tiens, demande à ta mère de te commander une soupe pour le déjeuner. La soupe de nouilles au poulet, c'est le mieux quand on est en malade. Lise a regardé l'argent comme si c'était un objet étranger. Mamie, où as-tu eu ça? La question m'a brisé le cœur. Dans son esprit, j'étais si pauvre que 20 € étaient un suspect. J'ai géré mon argent avec soin, ai-je dit. Maintenant, prends ça et achète-toi quelque chose de sain à manger. Elle a pris l'argent à contre-cœur, l'air toujours confuse. Mamie, tu vas bien? Maman a dit que tu vivais dans un hôtel et que tu n'avais pas les moyens de garder les affaires de papy. Ta mère s'est trompée sur beaucoup de choses, ai-je dit doucement. Je vais très bien, ma chérie. Mieux que bien, en fait. Je pouvais voir les rouages tourner dans la tête de Lise. Est-ce que quelqu'un t'aide? Maman dit que le gouvernement aide parfois les personnes âgées qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes. Les personnes âgées qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes. C'est ainsi que Sylvie m'avait décrite à ma propre petite fille. Lise, ma chérie, je veux que tu saches que j'ai toujours été capable de prendre soin de moi. J'ai aussi pris soin d'autres personnes pendant très longtemps. Parfois, les adultes ne comprennent pas tout ce qui se passe autour d'eux, même quand ils pensent le contraire. Elle a hoché la tête lentement, même si je voyais bien qu'elle ne comprenait pas vraiment. Tu diras à ta mère que je suis passée te voir? Dois-je lui parler de l'argent? J'ai souri. Tu peux lui dire ce que tu veux, Mâche. Et ris. Ce soir-là, Sylvie m'a appelé directement. Cette fois, j'ai répondu. À quoi tu joues, Hélène? Pas de salutation, pas de politesse. Je ne joue à rien, Sylvie. J'ai entendu dire que tu vendais la maison et je suis intéressée pour l'acheter. Avec quel argent? Sa voix était tranchante de suspicion. Tu vis dans un hôtel. Tu ne pouvais même pas te permettre de garder les affaires d'Henri en stockage. J'ai trouvé un moyen d'obtenir un financement, ai-je dit calmement. Parfois, les choses s'arrangent mieux que prévu. Quel genre de financement? Qui te donnerait un prêt pour une telle somme? Je pouvais entendre la panique s'insinuer dans sa voix. Dans son esprit, elle avait calculé tous les angles, contrôlé toutes les variables. L'idée que je puisse avoir des ressources qu'elle ne connaissait pas était clairement terrifiante pour elle. C'est un prêt privé, ai-je dit, de quelqu'un qui croit en moi. Je veux savoir qui te donne cet argent et pourquoi. Sylvie, je ne te dois aucune explication sur mes arrangements financiers. Tu voulais vendre la maison et je veux l'acheter. C'est une simple transaction commerciale. Il n'y a rien de simple là-dedans, et tu le sais. Sa voix devenait plus aiguë, plus frénétique. Tu essaies de me manipuler d'une manière ou d'une autre. Tu essaies de me faire passer pour la méchante. J'essaie d'acheter une maison que j'aimerais posséder. Rien de plus, rien de moins. Il y eut une longue pause. Quand Sylvie a de nouveau parlé, sa voix était différente, plus froide, plus calculatrice. Si tu arrives d'une manière ou d'une autre à rassembler l'argent pour cette maison, qu'est-ce qui te fait croire que je te la laisserai? Je pourrais retirer mon acceptation. Je pourrais refuser de te vendre? Tu pourrais, ai-je convenu. Mais tu as déjà signé le compromis de vente. Et Jeanne me dit que tu as déjà dépensé pas mal d'argent pour préparer le déménagement. Acompte pour un nouvel endroit, frais de déménagement. Ce serait coûteux de faire marche arrière maintenant. Une autre pause. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Tout ce numéro de veuve impuissante n'était qu'une performance. Je n'ai jamais prétendu être impuissante, Sylvie. Tu as juste supposé que je l'étais. D'où vient cet argent, Hélène? Je sais que tu ne l'avais pas quand Henri est mort. As-tu pris une hypothèque inversée sur une propriété? As-tu vendu quelque chose de valeur qui appartenait à la famille? Elle devenait désespérée maintenant, cherchant n'importe quelle explication qui aurait un sens.
dans sa compréhension limitée de qui j'étais. L'argent est à moi, Sylvie. Il a toujours été à moi. C'est impossible. Henri t'a entretenu pendant tout votre mariage. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais contribué financièrement. Il est impossible que tu aies ce genre d'argent, à moins que tu ne l'aies pris ailleurs. J'ai senti une colère familière monter en moi. Le même sentiment que j'avais eu quand elle avait jeté mes affaires sur la pelouse. Tu ne sais rien de mes contributions à cette famille, Sylvie. Tu ne sais rien de moi du tout. J'en sais assez. Je sais que tu prépares quelque chose, et je vais découvrir ce que c'est. La communication a été coupée. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de mon nouvel appartement, en pensant aux mots de Sylvie. Elle avait raison sur un point. J'avais planifié cela, d'une certaine manière. Pas consciemment, pas avec une intention de vengeance, mais pendant 40 ans, j'avais construit quelque chose qui pourrait me protéger quand j'en aurais le plus besoin. Je n'avais simplement jamais imaginé que j'aurais besoin de protection contre ma propre famille. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Jeanne. Madame More. Ison, j'ai des nouvelles inhabituelles. La vendeuse demande des documents supplémentaires sur votre financement. Elle veut une preuve de fonds, des relevés bancaires, des lettres de vérification de votre prêteur. C'est assez inhabituel pour une transaction en espèces, n'est-ce pas? Très inhabituel. Normalement, une preuve de fonds est suffisante. Elle semble préoccupée par... elle mentionne quelque chose sur des différends familiaux et veut s'assurer que tout est légitime. J'ai souri. Dites à Sylvie qu'elle peut avoir toute la documentation qu'elle veut. Organisez une réunion pour vendredi matin. J'apporterai tout ce qu'elle a besoin de voir. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas obligé de fournir ce niveau de détail? J'en suis sûre. Il est temps de clarifier certaines choses. Vendredi matin ne pouvait pas arriver assez vite. Sylvie pensait qu'elle allait me démasquer comme une fraudeuse, prouver que j'essayais, d'une manière ou d'une autre, d'escroquer mon chemin pour acheter la maison. Au lieu de cela, elle était sur le point d'apprendre que la femme qu'elle avait rejetée comme un poids mort sans valeur valait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais rêvé. Et ce n'était que le début. Le cabinet d'avocats de Maître Dubois et Associés était situé dans l'un de ces vieux immeubles du centre-ville, avec de hauts plafonds et des boiseries sombres censées vous donner l'impression que des affaires importantes s'y traitaient. Je suis arrivée avec 15 minutes d'avance, vêtue de la robe bleu marine que j'avais portée aux funérailles d'Henri, la seule tenue formelle que j'avais réussi à sauver de la purge de mes affaires par Sylvie. Sylvie était déjà là quand je suis entrée dans la salle de conférence, assise au bout d'une longue table en acajou avec une pile de papier devant elle. Elle avait amené des renforts. Henri fils était assis à sa droite, l'air mal à l'aise dans une chemise froissée, et Marguerite était assise à sa gauche, arborant la même expression désapprobatrice qu'elle avait eue en prenant la montre d'Henri dans ma chambre d'hôtel. « Hélène !» dit Marguerite avec un sourire crispé. « Je suis surprise de te voir ici. »« Vraiment ?» J'ai posé mon sac et je me suis assise en face d'eux. Sylvie a demandé cette réunion pour discuter de la documentation financière. J'ai supposé que toute la famille voudrait être impliquée. L'avocat de Sylvie, un homme mince avec des lunettes à monture métallique, s'est raclé la gorge. « Madame Morrison, l'aînée des Madame Morrison, je dois préciser que cette réunion est quelque peu irrégulière. Ma cliente a des inquiétudes quant à la source des fonds pour l'achat de votre maison, et elle a demandé la vérification de votre capacité financière. »« Bien sûr, » ai-je dit agréablement. « J'ai apporté tout ce que vous avez demandé. » J'ai sorti de mon sac un dossier épais de relevés bancaires, de rapports d'investissement et de titres de propriété. En les étalant sur la table, j'ai vu les yeux de Sylvie s'écarquiller légèrement. « Voici les relevés de mes comptes chèques et épargnes principaux, » ai-je dit en désignant la première liasse de papier. Comme vous pouvez le voir, j'ai suffisamment d'actifs liquides pour couvrir l'achat de la maison sans financement. Henri fils s'est penché en avant, plissant les yeux devant les chiffres.
Maman, ces chiffres, ils ne peuvent pas être corrects. Sylvie lui a arraché les papiers des mains, son visage pâlissant à mesure qu'elle parcourait les chiffres. Ce sont des faux. Ce sont forcément des faux. Je vous assure qu'ils ne le sont pas, ai-je dit calmement. Maître Dubois, je suppose que vous voudrez vérifier cela directement auprès des institutions financières. L'avocat a hoché la tête, prenant des notes sur son bloc. Notes. C'est la procédure standard pour des transactions de cette taille. De cette taille? La voix de Sylvie devenait stridente. Quelle taille? De combien d'argent parlons-nous ici? J'ai sorti une autre série de documents. Voici les relevés de mon portefeuille d'investissement. Actions, obligations, fonds communs de placement, tous gérés par Patricia Williams chez Meridian Financial. Vous pouvez l'appeler directement. Marguerite a pris l'un des relevés, ses mains tremblant légèrement. Hélène, il est écrit ici que tu as plus de 2 millions d'euros, rien qu'en actions. 2,3 millions la semaine dernière, ai-je corrigé. Le marché a été bon pour moi. Henri fils me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Maman, d'où vient cet argent? Papa n'a jamais parlé d'investissement? Votre père n'était pas au courant, ai-je dit simplement. La pièce est devenue silencieuse. Sylvie feuilletait freinée, tiquement les papiers, son visage passant par des expressions de choc, de confusion et de rage croissante. C'est impossible, dit-elle finalement. Henri t'a entretenu pendant tout votre mariage. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais eu accès à ce genre d'argent. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon journal en cuir, celui que j'avais gardé caché dans le coffre-fort pendant 40 ans. En fait, j'ai pas mal travaillé. Je ne l'ai juste pas dit à Henri. J'ai ouvert le journal à la première page et j'ai commencé à lire à voix haute. 15 janvier 1963. Henri pense que je prends des cours de couture les mardis soirs. En réalité, je travaille comme comptable pour la boutique de robes de Madame Patterson. 15 € par semaine. Sylvie m'a arraché le journal des mains. C'est ridicule. Tu inventes tout ça? Continue de lire, ai-je dit. Mars 1965, utiliser mes économies pour acheter un duplex rue Elm. Le loyer des 2 appartements couvre l'hypothèque avec 300 € de reste mensuel. Marguerite secouait lentement la tête. Hélène, si c'est vrai, pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Pourquoi garder ça secret si longtemps? Parce qu'Henri n'aurait pas compris, ai-je dit. C'était un homme bon, mais c'était un homme de son temps. Il avait besoin de sentir qu'il subvenait aux besoins de sa famille. S'il avait su que je travaillais, s'il avait su que je bâtissais une fortune de mon côté, cela aurait blessé sa fierté. Henri fils parcourait d'autres papiers. Maman, certaines de ses propriétés, je reconnais ses adresses, ce duplex rue Elm. Tu le possèdes toujours? Je possède 8 biens locatifs maintenant, ai-je dit, plus des biens immobiliers commerciaux. Et j'ai été une associée silencieuse dans plusieurs petites entreprises au fil des ans. Sylvie a frappé la table de sa main si fort que tout le monde a sursauté. Et tu es en train de me dire que pendant qu'Henri se tuait au travail dans cette compagnie d'assurance, s'inquiétant des fonds pour les études et de l'épargne retraite, tu étais assise sur des millions d'euros? Je construisais la sécurité financière de notre famille, ai-je dit fermement. Henri n'a jamais eu à s'inquiéter de l'argent parce que je me suis assurée que nous en aurions toujours assez. En lui mentant, en trompant ton propre mari. J'ai senti ma colère monter, en le protégeant, en m'assurant que si quelque chose arrivait à son travail, s'il tombait malade, si la compagnie d'assurance faisait faillite, nous ne perdrions pas tout. Ce qui,
Soit dit en passant, s'est avéré être une bonne décision quand il a eu sa première crise cardiaque et n'a pas pu travailler pendant 6 mois. Henri fils avait l'air confus. Mais l'assurance invalidité de papa a couvert cette période. L'assurance invalidité de votre PR couvrait 60% de son salaire. Ai-je dit. Le reste provenait de mes revenus locatifs. Comment pensez-vous que nous avons réussi à garder la maison, à te maintenir à l'université, à conserver le même niveau de vie? La vérité s'abattait sur eux comme une lourde couverture. Pendant 40 ans, ils avaient pensé qu'Henri était le fondement financier de notre famille. Ils ne s'étaient jamais demandé d'où venait l'argent supplémentaire quand les temps étaient durs. Jamais demandé comment nous semblions toujours avoir assez pour les urgences et les dépenses imprévues. Sylvie parcourait toujours mes papiers, ses mains tremblant de rage. Même si tout cela est vrai, même si tu as réussi d'une manière ou d'une autre à cacher des millions d'euros à ton propre mari, ça ne change rien. Henri a tout laissé à son fils et Henri fils m'a tout laissé. C'est l'héritage légal. Tu as absolument raison, ai-je dit. Les actifs d'Henri sont allés à Henri fils et les actifs d'Henri fils te sont revenus. Mais mes actifs m'appartiennent. Marguerite a pris la parole, sa voix incertaine. Hélène. Une partie de cet argent doit sûrement provenir des revenus d'Henri au fil des ans. Les lois sur la communauté des biens s'appliqueraient. Si Henri avait été au courant de l'argent et y avait contribué, a interjeté l'avocat. Mais si Madame Morrison a bâti cette fortune de manière indépendante, en utilisant des revenus dont son mari n'était pas au courant, cela serait probablement considéré comme un bien propre. Le visage de Sylvie était maintenant rouge vif. C'est insensé. On ne peut pas être marié à quelqu'un pendant 42 ans et lui cacher des millions d'euros. Je le peux, et je l'ai fait, ai-je dit calmement. Chaque mardi soir où je disais à Henri que j'étais au cercle de couture, j'étais en fait chez mes clients comptables, où je vérifiais mes propriétés, chaque samedi où je disais que je faisais du shopping avec des amis, je rencontrais des entrepreneurs ou des locataires potentiels. Chaque fois que je lui disais que j'avais fait une bonne affaire sur les courses, c'était parce que mes revenus locatifs couvraient nos dépenses ménagères. Henri fils me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Même après la mort de papa, pourquoi n'as-tu rien dit ?» La question flottait dans l'air,